L'histoire de Fleur de Henné, elle a commencé dans le royaume du Maroc, à Casablanca. Et je me suis retrouvée pour la première fois dans un hammam. Les femmes étaient là, utilisaient le henné. Et je leur ai dit, mais cette plante, elle est où? Comment est-elle? Personne ne la connaissait. Comme je suis botaniste, un peu curieuse de tout ça, je suis allée la chercher. On m'a dit, Michel, pars, tu vas vers Azmour. Et je suis partie vers Azmour. Azmour, c'est à 50 km de Casablanca. Au bord d'Azmour, on a un fleuve, l'Oumherbia. Et les eaux rouges de ce fleuve vont aller rejoindre les eaux bleues de l'Atlantique. Et les premières touches de henné que j'ai trouvées n'ont pas été des plantes, mais étaient des impressions sur un petit mausolée, qui était un petit mausolée tout blanc, avec des calligraphies, avec des symboles, avec des empreintes de mains. Et tout le long de ce rivage, vous avez des charrettes avec des pèlerins, qui sont souvent pleins de femmes, et qui vont jusqu'à cet endroit-là pour obtenir la protection de cette sainte qui est Laïla Aïcha. Imaginez-vous la ville de Bagdad au Moyen-Âge, trépidante de vie, de couleurs, de bruit le jour. Un long expire de repos la nuit. Justement, une de ces nuits-là, un cri rouge a déchiré ce paisible silence. Une toute petite fille a vu le jour, la nuit. Aïcha. Aïcha, ça veut dire la vie. Mais il y a tellement de sortes de vie. Aïcha, ça veut dire la vie amoureuse. Et je ne sais pas si l'on suit ou si l'on précède le nom qu'on nous donne, mais Aïcha est amoureuse de la vie en toutes choses. Petite fille, au cœur sensible à la profondeur, belle, vive, aimant rire, aimant apprendre, elle s'implique et s'applique. Elle connaît le Coran par cœur. Elle grandit dans une noble famille où l'on ne manque jamais aucun rituel religieux. Et tout naturellement, en grandissant, dans sa quête, elle s'est rapprochée du grand soufi parmi les grands soufis, Cheikh Moulay Abdelkader Djilali. Il l'enseigna et il l'aima. Par lui, elle a rencontré un autre disciple comme elle. Il venait de loin, il venait d'Azmour au Maroc. Il s'appelait Moulay Bouchaïb. Et quand elle a rencontré cet homme, elle a été éblouie par sa profondeur. Chaque matin, Lalla Aïcha avait pour mission de chauffer l'eau pour les ablutions de son maître. Et à chaque fois, elle était éblouie par un rayon de lumière qui venait de là-bas. Comme ça l'intriguait, elle en a parlé à son maître. Moulay Abdelkader lui a répondu que c'était la lumière de Moulay Bouchaïb. En effet, cet homme passait ses nuits debout en prière, ce qui lui valait le surnom de Es-Saria, le pilier. Lalla Aïcha a mieux compris la teneur de leur relation et sa profondeur. Pourtant, un matin, elle n'a plus vu cette lumière là-bas. Moulay Abdelkader lui a dit doucement que la lumière de Moulay Bouchaïb s'était éteinte. Alors Lalla Aïcha a pris son tapis de prière et elle l'a lancé en direction de la source de cette lumière. Et elle a survolé ainsi terres et mers pendant des centaines de kilomètres, jusqu'à remonter à l'Oumherbia, au pied d'Azmour. Et là, elle a vu un dôme en construction. On lui a dit que c'était la Kouba de Moulay Bouchaïb, récemment décédé. Le voyage et la vie de Lalla Aïcha se sont arrêtés là. Aujourd'hui, Lalla Aïcha el-Baria, Lalla Aïcha des flots, repose dans une Kouba, un mausolée, entre les eaux rouges de l'Oumherbia et les tumultes bleus de l'océan. Aujourd'hui,
Lalla Aïcha est vénérée comme une sainte, adulée par des foultitudes de pèlerins, particulièrement de pèlerines. On prête à cette Vierge le pouvoir de chasser l'infécondité. Quand les femmes entrent dans l'enceinte de la Kouba, elles se font teindre pieds et mains au henné, à la lumière de 1001 bougies. Par le long voyage qu'elles font parfois pour venir, par l'acte de foi qu'elles posent en venant, par l'observance de tous ces 1001 rituels, les femmes participent un tout petit peu de cet immense, immense désir qui anima Lalla Aïcha. Aïcha, la vie amoureuse. Nam, nam, nam. Après ce henné de l'amour, on va prendre le chemin du henné vers les agriculteurs, qui va nous emmener dans le Tafilalet, dans le sud marocain, entre oasis et plateau. La ville d'Erachidia, qui se trouve dans le sud-est du Maroc, était limitrophe avec la frontière de l'Algérie. Et c'est de cette ville qu'est le point de départ du chemin du henné. Mais il faut savoir que c'est pas au bord des routes, que ce soit les routes principales ou que ce soit les routes secondaires, que l'on va trouver les champs de henné. On va les découvrir au-delà des ergues ou bien au-delà d'un piton rocheux. Et on apercevra des petits îlots de verdure. Et ces petits îlots de verdure, ce sont des palmiers dattiers. Ces palmiers dattiers vont abriter les champs de henné. Le dattier étant évidemment la première culture de rente, le henné n'étant que la seconde. Les responsables agricoles d'Erachidia m'ont amené dans cette petite oasis parce que c'était un lieu d'observation aussi pour la maladie du bayou concernant les dattiers. Ils avaient sélectionné des pieds résistants à cette maladie. Et Youssef, qui est le fondateur de cette oasis, c'est avec lui que j'ai écouté le henné. Et pourquoi je dis écouter le henné? Parce que c'est important. Dans une oasis, la chose la plus importante, c'est l'eau. Et cette eau, elle provient d'une motopompe. Et à chaque fin de journée, le cœur de l'oasis, c'est le bruit de la motopompe. Elle se met en route, la motopompe. Et si jamais elle a un bruit qui n'est pas habituel, tout le monde tend l'oreille. Toute l'énergie, toutes les finances
de la famille partent pour cette potopompe. Et quand elle se met en route, le soir, l'eau circule dans les rigoles. Les femmes lavent le linge, les autres font la vaisselle. Et que font les enfants? Ils s'en donnent à cœur joie pour sauter dans le bassin. Et ils s'accompagnent aussi du chant des oiseaux, qui participent aussi. C'est pour ça que c'est le cœur de l'Oasis. Après avoir fait tremper les graines de henné dans l'eau, les femmes les enveloppaient dans une ceinture de laine et la portaient autour de leur corps jusqu'au moment où le germe commençait à pousser. Alors, elles la semaient sur une terre finement divisée dans des lieux humides et ombragés. Il faut souligner que lors de l'accomplissement des tâches liées à la culture du henné, les femmes se munissaient autour de la taille de cette ceinture de laine visant à préserver leur dos lors des efforts qu'elles devaient déployer. Ainsi, la chaleur constante de leur corps, maintenue grâce à la laine et à cette intense dépense d'énergie, constituait un milieu favorable à la germination de la graine de henné. Extrait de Flore atlantique, 1798, par René Desfontaines, botaniste français. Je vous demanderai juste de faire attention à cette photographie, à cette jeune fille. C'est la même 10 ans après. Et son bouquet de fleurs de henné, elle me l'a mis au même endroit. L'odeur de la fleur de henné n'a rien à voir avec l'odeur de la feuille. La feuille, c'est celle qui est la plus connue, qui est utilisée pour les teintures et pour son colorant. Cette feuille, on va les trouver dans les marchés. Et ces marchés portent un nom particulier, on les appelle les Kiseria. Mais il y en a plein de Kiseria. Celle-ci, c'est la Kiseria aux épices. Alors, les gens qui connaissent vont choisir leur henné dans la Kiseria aux épices. Et on ne prend pas n'importe quel henné. D'abord, on l'achète en feuille, parce que c'est important. On est sûr qu'on a affaire à du henné, et pas de la poudre mélangée. On a 3 qualités de henné. Ces 3 qualités de henné sont la même plante, sauf qu'elle dépend des coupes. La première coupe, elle a lieu au mois de juin. C'est la coupe qui a le plus de colorant,
qui a emmagasiné le plus de colorants à la première coupe. Celle-ci, elle est très intéressée. Elle est intéressante pour les Anaya, les sculpteuses de Henné, parce que c'est ça qu'elles vont prendre pour faire leur dessin. La deuxième a lieu au mois de août pour les fleurs, et la troisième en septembre, octobre, parce qu'elle est moins forte mais très bonne pour la coloration des cheveux. Et ce que je vous propose là, c'est de prendre la fleur de Henné qui n'est pas connue, qui est un parfum à elle toute seule, et de l'emmener parfumer les riades à côté des jasmins et des roses. Elle m'appela et me dit « Es-tu donc insensible? Quel jardin peux-tu désirer après m'avoir vu? Sa touffeur, les branches, le parfum, la rosée, ses feuilles, les colombes, la dune, le laurier, sa verdeur, le vin, les douceurs, les chansons, ses orangers, les fleurs de Henné, le myrte, la rose sont mes vêtements, mes bras, mon haleine, mes faveurs, mes boucles d'oreilles, mes bijoux, mes hanches, ma taille, mon visage, ma salive, ma poitrine, ma voix, mes yeux, ma bouche, mes cheveux, ma joue. Le point d'eau dans un jardin tel que les riades est beaucoup plus sophistiqué que dans les oasis, mais il est toujours présent. Et cette porte va s'ouvrir sur le fabuleux talent de ces sculpteuses de Henné, que sont les Anaya. Voilà le résultat esthétique du Henné. Parce qu'il n'a pas non plus qu'un rôle esthétique. Ceci est dû, ces dessins sont faits avec cette pâte de Henné. Pour ça, on prend des feuilles de Henné qu'on réduit en poudre, on y ajoute un petit peu d'eau, un petit peu de citron. Et si cet art ancestral utilisait un bâtonnet pour déposer finement cette pâte de Henné, à l'heure actuelle, elle a un nouvel outil qui est la seringue. Mais attention, cette seringue, on n'utilise pas l'aiguille, il n'y a aucune effraction avec la peau, c'est seulement un outil de travail qui permet de déposer un fin filament de pâte.
Et avec une dextérité absolument incroyable, elles vous feront une main en une demi-heure, recto verso. Mais une fois que c'est déposé, on fait sécher la pâte de henné sur un canoun ou sur une zone de chaleur. Ensuite, on prépare une petite solution à base de sucre, d'ail, de citron, de poivre. Le côté acide permet au colorant d'être beaucoup plus fort sur la peau. Et cette solution va permettre à la pâte de tenir. Et cette photo, c'est un tirage fait au henné, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on l'utilise que pour tout ça aussi. Je me le suis un peu approprié et j'ai fait des essais en photographie. Là, vous avez un henné noir, mais il ne faut pas croire que le henné noir, c'est un henné noir, une espèce particulière. Le henné, il n'y a qu'une couleur de henné, qu'une espèce de henné qui va varier en fonction des localités, des régions. Il devient noir parce qu'on met d'autres plantes dedans. L'indigo, la noix de Galles qui va dominer la couleur du henné. Et là, vous avez un henné roux. Mais ce henné roux, on peut lui donner plein de nuances. Comment on fait? C'est toujours le même henné. Mais on va rajouter tout simplement une infusion de peau de grenade qui va rendre le henné au burn. Et suivant votre nature de cheveux, vous pourrez obtenir toutes les teintes que vous voulez avec des dosages et des temps de pose différents. Et quel endroit le plus adapté pour faire tout ça? Eh bien, c'est le hammam. Et on revient au départ de l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, les hammams, il y en a plusieurs sortes. On peut avoir un hammam unique, mais il n'est jamais fréquenté par les hommes et les femmes en même temps. Donc il y a des jours pour les hommes et des jours pour les femmes. Ou alors il y a un hammam pour les femmes et un hammam pour les hommes. Ça dépend des villes et des quartiers. Mais il y en a qui ont des exceptions. C'est les enfants. Parce que les enfants, garçons, peuvent aller avec leur mère au hammam jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et si un jour vous avez l'occasion de discuter avec un monsieur qui a eu la chance d'être emmené au hammam avec sa maman, quand il se rappelle ces instants-là, pour lui, c'est resté des instants magiques. Parce que aussi dans un hammam, il y a la notion du temps. Et le temps est un peu arrêté. On n'a plus les repères qu'on a à l'extérieur. Et on se réapproprie le temps. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas trop, si le henné est utilisé dans le hammam pour les soins des cheveux, moi je vais vous confier une petite recette pour le corps, où le henné, en dehors de ses fonctions esthétiques, a aussi des fonctions médicinales. Alors, prenez un peu de pâte de henné, vous le mélangez à du blanc d'œuf, vous ajoutez un peu d'huile d'argan ou de l'huile d'olive, et vous enduisez le corps de cette pommade, mais partout, depuis les orteils jusqu'aux aisselles, dans les parties les plus intimes. Car le henné, il a un pouvoir antibactérien et antifongicide. Toutes les mauvaises odeurs disparaissent, tous les petits problèmes de peau peuvent disparaître. Et si vous le gardez longtemps sur vous, par exemple en hiver, ben ça vous fera un petit hâle naturel et qui fera que du bien. Et vous ressortirez de là avec une peau douce. Et le sentiment tout d'un coup que le temps extérieur ne vous touche pas. Ça dure pas bien longtemps, mais on a cette sensation-là. Maintenant, un petit verre de thé. Il n'y a jamais de refus. Et on vous en offrira à la sortie. Par contre, la fleur de henné, on aura du mal, il faut aller la chercher dans le tafilalet, chez Mohamed Ouacha.
le henné aussi rythme toutes les étapes de la vie d'une personne, depuis la naissance jusqu'à la mort. Il y a une journée particulière qui est dédiée aux femmes. Et à ce moment-là, le henné, il réunit toutes les femmes, qu'elles soient de religion ou de races différentes. Là, on ne se pose plus de questions. On se retrouve tout ensemble. Cette journée privilégiée, elle se fait pour la mariée, mais avant son mariage. Et cette journée, les seuls hommes présents seront des musiciens. Les maris n'ont pas le droit d'être là. Ils auront seulement le droit d'aller chercher leur femme le soir, à la fin de cette journée. Et cette journée est le jour du henné pour la mariée. La première femme qui sera tatouée sera la mariée. Et quand la Hanaya va s'approcher d'elle, toutes les personnes autour vont regarder ça avec beaucoup de respect, de fascination. Une fois que la mariée aura eu son dessin, toutes les femmes invitées auront leur tatouage aussi. Et ces femmes qui sont réunies, qui sont souvent très réservées à l'extérieur, vont se mettre à danser, vont se mettre à chanter. Tout ça sans aucune retenue. Mais à cette journée, on va y consacrer du temps. On ne va pas se faire l'imposition du henné en regardant sa montre. Les femmes, alors, sont tellement libres que parfois on est étonné des performances de danse de certaines qu'on n'a jamais vues, ou des chants. À côté de la mariée est toujours posé un bol de pâte de henné avec des œufs posés dessus. Parce que ces œufs sur la pâte de henné sont le symbole de la fécondité. Et le henné est une plante porte-bonheur. Elle éloigne les mauvais esprits, le mauvais regard. On ne pourrait jamais faire une cérémonie de mariage
sans aîné, comme tous les autres rites que l'on a dans la vie. Cette fleur de aîné, je l'ai un petit peu adoptée. Et tous les tirages que vous avez vus dans cette projection, il faut savoir que ce sont des tirages noirs et blancs, tirés de manière traditionnelle, c'est-à-dire des tirages argentiques. Il n'y a jamais eu aucune retouche de faite dessus. Les couleurs qui y sont ont été données par des métaux, qu'on appelle des procédés de virage. On va utiliser de l'or, on va utiliser de l'urane, on va utiliser du fer. Le bleu est obtenu avec le fer. Toutes les couleurs jaunes, orangées, sont obtenues avec de l'or. Même du bleu, on peut l'obtenir avec de l'or. Et évidemment, après avoir travaillé avec passion sur cette plante, j'ai fait un tirage au aîné. Cette photo qui va arriver est une photo prise sur le chemin qui nous amène dans les oasis de Youssef. Et je l'ai virée au aîné. Et quand je l'ai mise dans le bain et que j'ai vu la couleur apparaître, c'était la couleur de l'oasis.